Et donc, nouvel épisode dans cette guerre commerciale de Trump qui, cette fois, s'en prend à l'Europe et surtout à la France avec des menaces de taxes américaines à 200% sur le champagne et le vin. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Je lis, c'est ce qu'il a écrit sur son site Truth Social. Les États-Unis mettront rapidement des droits de douane de 200% sur tous les vins champagne et alcools importés en France et d'autres pays de l'UE. Si, parce que tout ça est conditionné, on connaît maintenant le bonhomme, l'UE ne revient pas sur les droits de douane de 50% qu'elle a imposé sur le whisky. J'ai envie de dire, à quoi joue Donald Trump, sachant qu'il faut expliquer que cette décision de taxer par les Européens le whisky américain, ça a été pris par Bruxelles et c'est une représaille, c'est une riposte aux droits de douane de 25% que Trump avait lui infligé aux Européens sur l'acier et l'aluminium. Voilà, à quoi il joue Donald Trump là? Il joue un jeu auquel on n'avait pas joué depuis assez longtemps, hein. Finalement, depuis les années 30, on était assez vaccinés sur le sujet des guerres tarifaires, comme on disait, c'est-à-dire des guerres des droits de douane dans les différents pays mondiaux. Et puis Trump réveille ça, il a une nostalgie d'une époque où les droits de douane étaient extrêmement élevés au début du XXe siècle. Et il pense que ça va à la fois rajouter, enfin, permettre de s'enrichir, hein, avec la perception des droits et évidemment de protéger son industrie. Alors là, c'est un jeu évidemment que dans tous les manuels on présente comme perdant-perdant, hein, puisque c'est un jeu qui est une espèce de barbichette où chacun finalement répond du tac au tac aux manœuvres de l'un. Alors là, en l'occurrence, Donald Trump met en place des droits, ceux-là, ils sont en place de 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça pénalise beaucoup les Canadiens, qui sont les premiers exportateurs d'aluminium aux États-Unis, mais ça pénalise aussi évidemment les Européens. Et comme visiblement Donald Trump n'aime pas l'Europe, dont il trouve qu'elle a été créée uniquement pour leur soutirer de l'argent, eh bien, il entend bien les faire payer. Alors, la question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut ne rien faire ou est-ce qu'il faut, au contraire, répliquer, hein, rétorquer? Et dans un cas, effectivement, on apparaît comme faible et on arrive dans les négociations avec une position de faiblesse et donc on prend le risque d'avoir de plus en plus de manœuvres de ce type, ou alors évidemment on tape fort, mais au risque de l'escalade. Donc là, Trump, 25% sur l'acier et l'aluminium, réplique de l'Union européenne, eh bien on avait suspendu les taxes qu'on avait mises à l'époque de Trump numéro 1, vous vous souvenez, dans les années 2018, quand l'Europe avait taxé les Harley-Davidson et le Bourbon et le whisky du Tennessee, enfin des choses très particulières produites et exportées en grand nombre par les Américains. Et ils disent, ben, on va pas renouveler, et ça veut dire qu'il va y avoir tout d'un coup des taxes de 50% sur Oui, ces sauf que alcools. lui, il met après 200% sur les alcools et les vins européens, notamment français. L'escalade, elle s'arrête où, hein? Eh ben, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump dit, ah, vous mettez à 50%, ben moi je vais 200. Donc 25, 50, 200. On voit bien la manœuvre. Alors 200, ça c'est le joueur de poker, c'est une posture de négociation. 200%, ça veut dire je vous tue, hein, parce que ça fait une multiplication par 3 des prix. Une multiplication par 3, là c'est d'ailleurs pour ça que la profession des vins spiritueux et grimpe au rideau, parce qu'elle dit, mais là, vous nous tuez, hein, il ne faut pas oublier quand même Ah, petit souci technique. que Philippe? c'est Oui. très important. Et oui, Ça a effectivement, coupé, pardon, ça a coupé il y a quelques secondes. ouais, oui, allô, vous m'entendez plus? Oui, on vous a été coupé pendant 10 secondes, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Non, non, mais je disais donc que effectivement, les vins spiritueux, c'est très important parce que c'est le premier poste d'exportation des vins spiritueux européens, c'est l'Amérique. Et évidemment, le premier exportateur de vins et spiritueux européens, c'est la France. Donc on est effectivement concerné au premier chef. C'est une posture de négociation, les 200%. Ça ne va pas aller probablement, enfin en tout cas,
l'idée, c'est d'ouvrir la discussion, on va dire, de façon à la façon Trump, c'est-à-dire on frappe d'abord et puis ensuite on discute éventuellement. Ursula von der Leyen a, a dit elle-même que elle était ouverte à la négociation, bien entendu, etc. Donc le jeu là, c'est vraiment le jeu du bras de fer classique, hein, le tac au tac ou le bras de fer. C'est un petit peu ce genre de pratique. Et c'est vrai que pour l'instant, évidemment, les grands perdants, ceux qui pleurent beaucoup, c'est la profession des vins et spiritueux français, hein. Euh, Plus de la moitié, presque les deux tiers des vins spiritueux européens exportés aux États-Unis viennent de France. Et ils ne peuvent pas être produits ailleurs parce que ça s'appelle du cognac, ça s'appelle du champagne. La France est même le plus gros exportateur de vodka aux États-Unis. Donc, ce sont c'est la cible là, elle est effectivement, elle va faire très mal. Et évidemment, la profession, notamment en France, elle dit, mais on est les victimes collatérales de quelque chose qui ne nous regarde pas du tout. Bien sûr, ça ne les regarde pas parce que partir de l'acier, l'aluminium pour arriver à l'alcool, c'est quand même très très loin. Et en même temps, eh ben, chacun essaye de frapper là où ça fait le plus mal. Et en l'occurrence, là, ça fait c'est à la France que ça fait effectivement le plus mal. Donc on va voir, hein, on n'est pas encore là, à ce niveau-là les 200%, c'est encore de la menace. Mais avec Donald Trump, Vous pensez pas qu'il la mettra à exécution, encore une fois, cette menace? Ah, il peut très bien la mettre à exécution. Oui, oui, il a prouvé qu'il était prêt à tout. Donc, il faut absolument pas exclure Eh ben, quelle cette menace. riposte, dans ces cas-là, quelle riposte de l'Union européenne? Parce que c'est Ben, sans fin après, hein. oui, bien sûr. Eh ben, après, effectivement, là, il faut revenir aux années 30. Hein. C'est un peu ce qui s'était passé, mais on n'était pas à des taux de 200% d'ailleurs. On passait de 40 à 60%. Enfin, à l'époque, c'était déjà considérable. Et ce qui s'est passé, qui est assez marrant, c'est que il y avait une date limite à laquelle les droits de douane s'imposaient et les bateaux rivalisaient, essayaient d'aller le plus vite possible sur l'Atlantique pour pouvoir atteindre les ports avant la date limite. Et là, on assiste un peu à la même chose, c'est-à-dire que les Américains qui vendent du Bourbon euh, expédient à toute allure des stocks vers l'Europe, et puis les Européens, ils essayent aussi de constituer des stocks aux États-Unis avant une potentielle application. Mais il est certain que sur le plan alors, microéconomique du secteur, si c'est appliqué, c'est une catastrophe. Après, on est encore dans des domaines de la négociation et tout n'est pas encore Et écrit. sur quoi on pourrait s'entendre avec Donald Trump dans ces cas-là pour éviter d'en arriver à 200% de taxation des vins et spiritueux et champagne français? Alors, c'est vrai que là, parce que derrière le vin, le champagne, il y a aussi le luxe. Enfin, il y a aussi toutes ces spécialités européennes. Alors, sur quoi on peut s'entendre? Ben là, c'est très compliqué parce que est-ce que un pas sur le dossier de l'Ukraine, sur celui de l'aéronautique, enfin, le champ des possibles est absolument énorme. Est-ce que la question aussi, c'est jusqu'où Donald Trump est prêt à affaiblir l'Europe, quitte finalement à poser des problèmes à la fois en interne, d'abord, hein, parce que comme toujours, ou comme souvent, ces droits de douane, c'est pour protéger les fermiers américains, mais si eux-mêmes ne peuvent plus exporter, ça commence à poser des problèmes très graves. Il faut pas oublier quand même, et c'est son point fort, c'est que si l'Europe unie, elle est assez faible politiquement, ça reste quand même le premier consommateur du monde. C'est quand même une zone où il y a presque 500 millions d'habitants qui consomment à un très haut niveau, donc plus que les États-Unis ou l'Asie. Donc il y a de ce point de vue-là quand même des leviers de négociation.
C'est quoi son problème, Donald Trump, avec l'Europe? Parce qu'on a compris que le grand rival stratégique, c'est évidemment la Chine. Mais quand il dit que l'UE, qu'il décrit comme une des autorités les plus hostiles, abusives au monde sur ses taxes et de droits de douane, et qu'elle n'a été formée qu'avec le seul but de profiter, vous l'avez dit, des États-Unis, tout est issu de mensonges ou il y a peut-être des parts de vérité, ça et là? Bah, si, il y a une part de vérité là-dedans. C'est simplement que les États-Unis sont de très loin, et même au-delà de leur poids économique, les premiers contributeurs à l'international, que ce soit sur l'aide humanitaire, que ce soit sur l'aide militaire, notamment l'OTAN, où ils représentent la très grande majorité du financement de la protection militaire de l'Europe. Et tout ça, ce sont un peu les enfants du plan Marshall et de l'investissement américain dans le monde entier, hein, mais particulièrement en Europe, pour essayer, à la fois consolider la paix et puis en faire des alliés, et des alliés qui sont d'ailleurs aussi dépendants. C'est-à-dire que les dépenses militaires des pays européens, elles se font en armement américain. Donc il y a aussi un retour que ne veut pas voir Donald Trump, mais qui est également très important. Donc lui, ce qu'il voit, c'est les chiffres au bout, c'est combien ça me coûte, mais il ne cherche pas à savoir quelle est l'influence. Par exemple, quel est l'effet sur le dollar du camp américain. Si l'anti-américanisme se déchaîne de plus en plus du fait des mesures de Donald Trump, ça aura un effet aussi sur le dollar, sur son hégémonie, sur la puissance américaine dans le monde. Mais ça, c'est des effets qui peuvent être éventuellement à plus long terme. Donc, il y a le calcul que fait Donald Trump sur les chiffres n'est pas forcément faux, mais il est totalement absurde sur le moyen terme. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Bonne Merci journée. David. Salut.